Ibrahima Baba Kake, combat pour l'histoire africaine. Un grand empire de l'Afrique orientale, le Monomotapa. Lorsqu'on évoque les grands empires historiques de l'Afrique précoloniale, on a l'habitude de ne parler que des empires et royaumes de l'Afrique de l'Ouest. Cela laisserait supposer que seules ces régions ont connu des États structurés. L'état actuel des recherches historiques a montré combien une telle idée serait contraire à la réalité. Toutes les parties du continent noir ont connu, avant l'irruption des Arabes et des Européens, des États parfaitement bien organisés. Sur la côte orientale, l'empire du Monomotapa a particulièrement brillé par sa civilisation avant sa destruction par les Portugais en début des temps modernes. Monomotapa, ce nom dérivé de l'arabe Banu Motaba, mercenaire, éveille l'idée vague d'un royaume mal défini dans l'intérieur de l'Afrique. C'est qu'en effet, c'est moins le nom d'un pays que celui d'une domination d'un empire. Cet empire était autrefois compris entre le port de Sofala et la grande courbure du Zambèze. C'est à De Barros et Dos Santos qu'on doit les premiers détails sur le souverain de Monomotapa et ses sujets. Les princes de la côte étaient jadis tributaires de ce souverain, connu sous le titre de Kitev. Comme marque de distinction, il portait sur le front une corne d'une espèce singulière. Si un prince éprouvait la moindre mutilation, il était considéré comme incapable de régner. Et de ce fait, on procédait à son remplacement. À la mort du monarque, on célébrait une fête appelée Pemberar. Les différentes provinces du royaume étaient gouvernées par des chefs qui jouissaient d'une grande autonomie. Ils avaient par exemple une juridiction indépendante du roi. Tout le royaume était réputé pour sa richesse. L'or y était exploité à ciel ouvert. Un arbre caractéristique indique, dit-on, des endroits où il faut le chercher. L'intérieur abondait en mines de fer et de cuivre que les indigènes savaient admirablement exploiter, comme le révèlent les moules de pierre trouvés dans les ruines des cités du royaume. Le marché principal pour l'or était Manica, situé à environ 20 jours de marche au sud-ouest de Séna, et où se tient annuellement une grande foire. Mais ce que nous savons de plus curieux sur ce royaume se rapporte à des monuments antiques dont Barros nous a donné la description. On aperçoit, au milieu d'une plaine, dans le royaume de Boutoua, près des plus anciennes mines d'or, un fort, quadrilatère et très bien construit à l'extérieur comme à l'intérieur. Les murailles, composées d'énormes pierres sans ciment, entre leurs assises, ont une épaisseur de 25 palmes. Leur hauteur n'est pas très considérable en comparaison de leur largeur. Au-dessus de la porte est une inscription que ne purent lire ni les marchands morts, ni les autres interprètes qu'on consulta. Les caractères même leur étaient inconnus. Les tours du fort avaient plus de 130 mètres de hauteur. Tous ces édifices s'appellent chez eux Zimbao, nom qui est commun à toutes les demeures du royal de Monomotapa. La surveillance en est confiée à un gardien pris dans la noblesse. C'est le Zimbakayo. Zimbao correspondrait bien à l'Agizumba de Ptolémée.
et il le suppose fondé par un ancien souverain de ce pays d'or. Selon le célèbre passage de Ptolémée, citant Martin de Tyr, 2 expéditions romaines s'y enfoncèrent entre 100 et 110 après Jésus-Christ. Agisimba ravitaillait les princes hellénistiques, puis les empereurs romains en éléphants et en rhinocéros. Les ruines de Zimbao rappellent les mêmes souvenirs que celles d'Aksum, dans le pays du prêtre Jean, Abyssinie. Dans les traditions orientales, la reine de Saba est la personnification de la richesse. Zimbao fit même penser à un palais de 7 reines qui aurait descendu le Zambèze avec sa flotte pour emporter en Arabie les trésors de l'Ophir. La même histoire se retrouve dans les fastes d'Aksum. La vie des habitants du royaume de Monomotapa était toute empreinte de simplicité. Ils s'occupaient presque exclusivement de leurs troupeaux, qui suffisaient à leurs besoins et n'étaient pas très avides de l'or qui se trouvait dans le sol qu'ils habitaient. Par le port de Safala, ils entretenaient des relations avec l'extérieur. Par ce port venaient les produits d'Orient dont avaient besoin les princes du pays. C'est également par ce port que les Portugais prirent contact pour la première fois avec ce fabuleux royaume. Mais l'entrée à l'intérieur du pays était interdite aux personnes étrangères, non par xénophobie, par simple précaution de sécurité. Mesure fort justifiée comme allaient le montrer les entreprises des Portugais qui s'ingénièrent à s'emparer de tout le royaume à la fin du XVIe siècle. La plus audacieuse de ces entreprises eut lieu en 1570 par ordre de Sébastien Ier, sous le commandement de Barreto, qui, à cet effet, fut nommé gouverneur général du Mozambique. Barreto partit de Sofala à la tête d'une puissante armée pour s'enfoncer dans le pays. Le Kitève rassembla sur le champ des forces pour s'opposer à la marche des Portugais. Les Portugais s'étant rapprochés de Zimbao, sa capitale, le Kitève se retira dans une forêt voisine, faisant ainsi le vide, et en même temps, ses soldats harcelèrent un grand nombre de Portugais isolés. Barreto, fort contrarié par ce système de guerre et par l'évacuation totale de Zimbao, brûla cette ville. Malgré cette impitoyable répression, la résistance se prolongea jusqu'en 1592. C'est donc au XVIIe siècle que le royaume tomba sous la domination portugaise. Les Portugais voulurent ensuite évangéliser les vaincus. Mais leurs efforts pour introduire le christianisme dans ce pays au passé glorieux ont été aussi vains que leurs projets de conquête. Car, quoique par le moyen d'un fanatique nommé Pierre Goussalve de Silva, ils aient obtenu en 1571 l'accès à la cour de Kitève, et qu'ils aient acquis de l'influence sur l'esprit du souverain, le peuple, dans sa totalité, restait fortement attaché à ses croyances ancestrales. Ainsi, au cours des années qui suivirent, les prêtres catholiques firent plus de conversions nominales que de conversions réelles. L'irruption portugaise marqua la fin de ce grand empire. Cet empire qui, par plus d'un aspect, rappelait les grands empires andais, incas et aztèques, s'était écroulé, ne laissant que ruines et une société qui ne conserva rien de sa vigueur d'antan.